À l'écoute de La Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Amis de la Radio Juive de Marseille, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission de tous les jeudis après-midi entre 17 et 18h sur la fréquence juive de Marseille. L'émission La Voix de Sion pour les amoureux de Sion et d'Israël. David, bonjour. Bonjour. Voilà. Nous allons donc aborder encore aujourd'hui une émission en deux temps. La première partie sera donnée avec quelques informations concernant nos activités d'une façon générale. Puis après, nous allons avoir le plaisir d'accueillir sur les ondes de la radio professeur d'histoire Berkowitz qui va un petit peu nous parler d'un thème lié entre Israël et la diaspora. Nous sommes en plein dans cette actualité-là. En attendant, vous l'avez peut-être entendu, vu, jeudi dernier, nous nous sommes retrouvés nombreux à la célébration du Yom HaAtzmaut au domaine des Calanques et vous avez vu l'activité sioniste qui était en effervescence puisque nous entamons cette semaine qui vient, la semaine du sionisme français. Pourquoi le sionisme français? Parce qu'il est temps aujourd'hui d'apporter une information beaucoup plus pointu, plus proche de ce qui est la réalité des choses. Et là, au moment où allègrement on passe le pas entre antisémitisme et puis comme on est un peu gêné, alors on trouve un autre prétexte, on parle d'antisionisme, mais le résultat est le même. L'un veut la destruction du juif et l'autre veut la destruction de l'État du peuple juif. Donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet et nous allons en parler longuement. Cette année, donc, vous savez, le 14 mai 1948, a été la date civile pour laquelle l'État d'Israël a été proclamé et qui correspondait donc au 5 Iyar 5708 que nous avons marqué la semaine dernière, comme je vous l'ai dit en introduction. Pour la petite histoire, ce fameux 14 mai 1948, mon cher David, il faut savoir que c'était pas si organisé que cela. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la fin du mandat britannique qui passait donc le relais au nouveau gouvernement, à nouvel État juif qui était ainsi constitué, devait avoir lieu un Shabbat. Et vous savez que concernant le Shabbat, David Ben-Gourion, qui n'était pas spécialement quelqu'un de pratiquant, mais qui était attaché au respect de nos valeurs et des sensibilités religieuses, ne pouvait pas accepter de proclamer l'État d'Israël le samedi, puisque c'était Shabbat. Donc, après moult et brèves réflexions, on décide donc de créer et d'annoncer l'indépendance. Mais vous savez, il n'y avait rien de rédigé, il n'y avait rien de préparé. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu ce récit, il fallait y aller. Alors on a pris une salle, c'était la salle du musée que tout le monde connaît quand on est à Tel Aviv et qu'on va visiter. On a cherché des chaises un petit peu partout, on a monté une estrade avec une table de bistrot, j'allais dire, on a pris un drapeau, et puis il fallait rédiger la déclaration d'indépendance, cette fameuse déclaration qui est magnifiquement rédigée. Je vais vous dire une chose, chers amis auditeurs, à l'origine, la signature de la déclaration d'État indépendant, c'était une simple feuille blanche dans laquelle tous les présents ont apposé leur signature avec leur fonction et leur titre, mais pas plus que ça. Et c'est bien après le Shabbat, bien après cette déclaration telle qu'on la voit aujourd'hui, grâce aussi à un vidéaste amateur, il n'existait pas la vidéo, mais un cinéaste amateur qui avait filmé bon an mal an ce qui se passait dans cette salle, qu'on a pu immortaliser cette séquence, et voilà qu'a été donc proclamée la création d'un État juif en terre d'Israël, conformément au souhait de nos prophètes. Tout ça pour vous dire donc que ce pan de l'histoire du sionisme contemporain du XXe siècle, nous allons le marquer en France grâce à l'OSM et à l'Organisation sioniste mondiale et à la Fédération sioniste à travers différentes rencontres et différents rendez-vous. Paris, bien entendu, a son programme, mais Marseille également. Et nous allons commencer cette semaine-là par une activité sur le thème du sionisme, une insulte, histoire et définition du sionisme. Ça sera organisé par la DDF. Vous savez que la DDF, c'est ce nouveau groupe qui est initié par Franck Tapiero, qui est un publiciste, je crois, ou en tous les cas quelqu'un qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est sur tous les fronts depuis le 7 octobre pour défendre nos points de vue et pour apporter et répondre d'une façon précise grâce à une tonne de documentation qui ont été rédigées pour la circonstance.
pour le jeune public et pour tous ceux qui ont la méconnaissance de notre histoire, juifs ou non juifs. Donc la DDF va organiser une soirée, un événement autour de la semaine du sionisme. Et normalement, l'invité d'honneur prévu, ou en tous les cas l'intervenant prévu pour cette soirée-là du mercredi 14 mai, mercredi prochain, sera ce fameux garçon qui est extraordinaire et qui est, même s'il est belge, c'est Bob Asbara, qui est sur les réseaux sociaux et qui remet les choses à leur place d'une façon merveilleuse. Voilà donc pour ce premier rendez-vous. Le rendez-vous suivant, il est organisé avec la collaboration du Fonds social, puisque on aura droit, dans le cadre de cette semaine du sionisme, à une rétrospective sur la vie d'Israaq Shamir. Israaq Shamir qui a été un combattant dans la clandestinité avant l'avènement de l'État d'Israël, un combattant de l'Irgun, un combattant acharné qui fut aussi Premier ministre, c'est vrai qu'il a été, mais il a été également à plusieurs reprises ministre des Affaires étrangères, il a participé à différents événements dans la vie politique d'Israël. Israaq Shamir qui était francophone, qui parlait français. Et donc, il y a un documentaire qui a été réalisé par deux personnes, Igal Lerner et Erez Friedman, qui sont deux personnes du centre Begin à Jérusalem, et qui était alors, cette soirée-là, elle aura lieu également en présence de Herzl Makov, qui est le PDG du Centre du patrimoine de Menachem Begin. Et ça se passera donc à l'espace Paul Benaïm, avec le Centre Fleg et le Fonds social. Les billets et les réservations sont à prendre sur le site billetsweb.fr/Shamir. Voilà pour cela. Ensuite, nous nous retrouverons certainement, la date n'est pas vraiment fixée, j'allais dire, ou établie, avec une soirée de la FOSF, et notre invité sera de notre ami Moshe Cohen, le délégué de l'OSM que vous connaissez sur la fréquence juive de Marseille, puisqu'il anime avec nous cette émission et cette tranche horaire tous les jeudis après-midi. Moshe Cohen, nous parlerons de antisémitisme, antisionisme. Est-ce que c'est ou pas la même chose? Est-ce que c'est la même façon de condamner et de réaliser là-dessus? Ça sera en fond d'écran, j'allais dire presque, en filigrane, d'une campagne d'adhésion que nous avons amorcée. Donc vous avez peut-être vu les affiches, ces affiches blanches avec ces pavés rouges et blancs. Antisémitisme, destruction du peuple juif. Antisionisme, destruction de l'État d'Israël et du peuple juif. Donc cette campagne d'adhésion, elle sera liée d'une part pour faire le contre-pied de tout ce qu'aujourd'hui nous voyons un peu partout fleurir en France et en Europe, ces initiatives pour délégitimer l'existence de l'État d'Israël. Nous allons faire, nous, le contraire, et nous allons montrer que nous, juifs aujourd'hui, en France et en Europe et dans le monde, à travers le monde, nous allons exprimer notre solidarité avec l'histoire et avec le sionisme. Pour ça, d'ailleurs, je vous encourage, toutes et tous, si vous êtes déjà majeurs, à souscrire cette adhésion. Elle est à télécharger soit sur le site de la FOSF, www.fosf.fr, soit dans la communauté, vous en trouverez des bulletins un peu partout. Vous avez un QR code qui a été inséré sur la fiche dans les lieux communautaires. Vous le scannez, vous le remplissez, et ainsi, comme ça, vous rentrerez de plein pied dans le militantisme de la vie sioniste là-dessus. Voilà pour cette actualité. On clôturera peut-être cette semaine du sionisme, qui va durer plus qu'une semaine d'ailleurs, enfin cette séquence-là, avec un rendez-vous, je pense que les Marseillais et les Marseillaises vont apprécier. C'est le dimanche 8 juin, à 19h30, nous recevrons à la synagogue Etzraïm Mathias Simbar. Mathias Simbar est le journaliste de I24 qui est spécialiste dans les questions de défense et qui, toujours très bien documenté, nous fait partager un certain nombre d'aspects presque au quotidien, j'allais dire, pour ceux qui suivent les bulletins d'information de I24 News. Voilà donc pour cette actualité. Nous en reparlerons au fur et à mesure des journées. David, bonjour. On va peut-être expliquer dans le cas de cette campagne d'adhésion, quel est l'objectif de cette campagne d'adhésion à la Fédération sioniste et surtout,
qu'est-ce qu'elle a comme échéance? Je crois qu'on parle du Congrès sioniste mondial. Peut-être il est aussi bon de rappeler un peu l'historique de cette création du Congrès sioniste mondial. Qu'est-ce qui rassemble? Qu'est-ce qu'il mobilise comme force? Et dans les modalités pratiques, quelles sont les forces en présence, j'allais dire, pour cette élection du Congrès sioniste qui aura lieu au mois d'octobre prochain? Oui, Élie, bonjour. Donc, je voudrais dire quelques mots sur le Congrès sioniste mondial et les élections qui vont avoir lieu donc très bientôt. Juste un rappel pour ceux qui ne le savent pas, le Congrès sioniste mondial l'organisation sioniste mondiale a été créée par le Congrès, par Theodor Herzl en 1897, voilà. Et en créant cette organisation et ce Congrès, l'objectif donc de Theodor Herzl et des congressmen de ce premier congrès était de mettre en place en réalité tous les instruments pour créer l'État d'Israël. Et ainsi ont été créés, je me rapproche du micro, ainsi ont été créées les premières organisations majeures, comme on dit, comme le Keren HaYesod, comme la Fédération sioniste mondiale, comme l'Agence juive, j'ai pas en tête toutes les organisations, comme le KKL, comme j'avais dit également certaines autres organisations que vous retrouverez sur le site. Et puis après, se sont adjointes au fur et à mesure d'autres organisations, toutes aussi importantes sur le plan mondial. On voit ainsi les Bnébrites, on voit ainsi la Viso. La Viso, on voit ainsi le Maccabi. Le Maccabi, voilà, toutes ces organisations qui sont venus également se rajouter pour développer le sionisme, parce que le but aussi, c'est les fédérations mondiales, World Zionist Organizations, ont été créées, dont nous faisons partie, nous la fédération française, dont nous faisons nous partie, et dont l'objectif est bien sûr de former, de rappeler le sionisme et d'inciter les Juifs à émigrer en Israël. Tout ça a permis donc de mettre en place le futur État d'Israël dans ces terres. Un autre point sur ce congrès-là, avant de parler des élections, c'était bien sûr c'est à ce moment-là qu'il y a eu la définition du sionisme, qui de traditionnel est devenu politique. Donc, en gros, on a dit à partir de ce moment-là que le sionisme était le mouvement de libération nationale du peuple juif sur ses terres ancestrales. Et on pourra peut-être en parler, Élie, c'est que alors qu'il a été prévu l'établissement à l'époque de Balfour, etc., sur la totalité de ce que Israël a aujourd'hui, mais en plus la partie qui est devenue la Jordanie, tout simplement parce que à l'époque le mandat britannique avait décidé d'appeler tout simplement, de prendre le Jourdain, de dire ce qui est à gauche du Jourdain, à l'intérieur occidentale, on va dire, la Cisjordanie, et puis ce qui était à l'est du Jourdain, l'appelait la Transjordanie, alors que ça avait un nom. À l'ouest, donc la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie, c'est Jérusalem, c'est toute cette partie-là. Et de l'autre côté, eh bien, l'Angleterre de son propre vouloir, a décidé de créer un État arabe en Transjordanie, elle l'a appelé la Transjordanie. Elle a fait appel d'ailleurs à des tribus venues d'Arabie, dont le roi Abdallah était l'élément majeur, qui est venu occuper, puis il a ramené toutes les tribus environnantes, et c'est devenu maintenant la Jordanie. Il s'avère qu'aujourd'hui, avec le temps, et je dirais même un peu de notre faute, à la fois le peuple juif et peut-être l'État d'Israël, c'est que on n'a pas trop insisté sur l'appellation de Judée-Samarie, on a laissé courir la Cisjordanie. Et jusqu'à aujourd'hui, on a dans notre peuple des gens qui continuent à appeler la Cisjordanie plutôt que de dire la Judée-Samarie. Et j'invite tous les auditeurs
à maintenant parler de Judée-Samarie et de ne pas appeler la Cisjordanie. Un autre problème que je signale aussi et qui pourra être discuté tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, lorsque vous avez pardonnez-moi, lorsqu'aujourd'hui vous avez dans le monde entier beaucoup d'États qui disent nous voulons la création d'un État palestinien à côté d'Israël, ils ne définissent même pas les frontières. Où est l'État palestinien? Quelles sont ses frontières? Y compris lorsque aujourd'hui, en France également, on dit on veut un État palestinien pour faire la paix, je mets entre guillemets. Donc on ne sait pas où il est défini. Tous ceux qui soutiennent dans le monde des gouvernements, encore peut-être moins les gouvernements, mais les populations, les étudiants, tous les woke qui disent nous voulons un État palestinien, si vous les interrogez, ils ne savent pas où il se trouve cet État. Certains même ont parlé de la mer Noire, d'autres ont parlé, etc., etc. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire en préambule. Maintenant, on revient, si vous le permettez, au Congrès sioniste mondial. Justement, alors à ce propos-là, est-ce que tu peux nous donner un peu plus la composition de ce Congrès, à part le nombre de représentants de délégués? Donc il y a des délégués qui viennent un peu partout dans le monde, c'est ça, mais également aussi des Israéliens. Qu'est-ce qui donne le côté politique de ce congrès? Il est représenté comment? Par des factions politiques israéliennes, des factions politiques idéologiques autres, culturelles, je ne sais pas. Moi. Oui, alors en fait, donc en gros, il y a au niveau des délégués, il y a à peu près 300 qui viennent de la partie Amérique, il y a 300, je crois, d'Israël même, et 300 du reste du monde, dont la France. Voilà, en gros, comment les délégués se répartissent. Et il est évident que ces élections sont importantes. Pourquoi? Parce que les délégués de France, par exemple, pour lesquels nous vous sollicitons aujourd'hui, les délégués de France représentent au Congrès mondial à Jérusalem les intérêts des Juifs de France. Et c'est pour ça que nous vous demandons vraiment de voter pour amener le maximum de délégués juifs en Israël, à Jérusalem, pour défendre les intérêts des communautés juives de France. Je peux donner quelques exemples dans le passé que nous avons été amenés à défendre et à réussir. Quand je dis à défendre, ça veut dire que c'est des motions qui sont votées au Congrès, donc qui sont à destination des dirigeants politiques, comme le Premier ministre, mais aussi du Parlement. Et je vous donne comme exemple, c'est l'équivalence des médecins, de tout ce qui est milieu médical. Maintenant, l'équivalence, ils l'ont, alors qu'avant, il fallait qu'ils fassent encore des études, etc., etc. Également pour les avocats, pour un certain nombre aussi de professions dites libérales, pour lesquelles maintenant ils peuvent aller sans passer trop de temps dans les études. Il y a également des aides de l'Organisation sioniste mondiale aux Olim de France, et nous avons même créé, je crois que c'était le dernier congrès, voté pour la création d'un département spécialisé français et francophone. Les cours, etc. Donc un certain nombre de Zulpanim, pour l'étude de la langue, pour l'apprentissage de l'hébreu. Voilà, et du sionisme, etc. Et même maintenant, nous avons la chance d'avoir des délégués de l'Organisation sioniste mondiale à Paris et à Marseille, pour le Sud, qui est donc Monsieur Moshe Cohen. À Paris, c'est Yael David, donc qui sont permanents, quasiment permanents, et qui travaillent au titre de l'Organisation sioniste mondiale. Et puis, il y a des élus, dont Eli Berebi, qui est présent à côté de moi, dont celui qui vous parle, également Jacob Bouzaglou, et à Paris, bien sûr, beaucoup plus. Et donc, aujourd'hui, moi qui ai eu la chance, d'ailleurs avec mes collègues, hein, avec Elie, etc., d'aller au congrès quand on se réunit déjà pour le premier congrès qui amène les nouveaux élus pour les installer, et puis pour d'autres réunions annuelles, hein, d'ailleurs. Je peux vous assurer qu'il faut assister une fois dans sa vie pour voir et comprendre quel est
quelle est l'importance du peuple juif mondial. Lorsque vous voyez des travées avec toutes les pancartes, la France, la Belgique, l'Angleterre, enfin toute la partie européenne. L'Australie. Et puis de l'autre côté, vous avez les Amériques, les États-Unis, où ils sont alors là pléthore. Très importants. Ils représentent un tiers de la composition de cette assemblée. Un tiers, et dû d'ailleurs à leur nombre aussi, hein, parce que il faut aussi dire la vérité, ils sont beaucoup plus nombreux, les Juifs, aux États-Unis en Europe. qu'en Europe. D'accord? Et donc, ils ont droit à 300 postes. D'accord. Donc, en fait, si c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui rassemble aussi bien la composante israélienne pure et dure, les habitants, les citoyens israéliens avec leur sensibilité politique, que les Juifs à travers le monde de la diaspora dans tous les 5 continents. C'est cela un peu l'originalité de ce programme-là, pour travailler ensemble, pour échanger ensemble, pour mettre en place des programmes d'éducation et de connaissances et de culture autour de tout ce qui est le judaïsme. Et de problèmes aussi, pardonnez-moi, j'ai eu moi l'occasion au cours de son congrès qui dure à peu près 5 jours, 6 jours, je crois, on est presque enfermé en conclave pour discuter et on voit plus de 6000 personnes dans ce congrès-là. Il y a les élus et puis il y a les invités des élus avec des ministres qui nous visitent, etc. Je peux vous dire que moi qui ai eu l'occasion de discuter au cours de dîner ou de déjeuner avec des présidents de communautés en dehors de l'Europe, comme l'Afrique du Sud, comme les États-Unis, comme l'Australie, comme également certains pays anciennement ex-Union soviétique, l'Allemagne aussi, etc. Je peux vous assurer qu'on apprend énormément de choses sur ce qu'est devenu notre peuple à travers tous ces territoires. Et je rappelle que ce qui était chez nous avant la création de l'État d'Israël, une lacune d'être dispersé à travers le monde, d'être divisé, d'être sous soumission, aujourd'hui, j'ai découvert que cette lacune, maintenant, c'est devenu une force parce que nous vivons à travers le monde où nous discutons. Moi-même, je participe à des discussions sur des sites anglo-saxons, etc. Et on a une puissance phénoménale. Je tenais à le préciser. Il y a d'autres choses à dire? Merci. Non, voilà, cette première partie d'émission arrive à son terme. Merci, David. Donc, la seule chose qu'il y a à dire, c'est, chers amis auditeurs, sans aucune gêne et d'une façon forte, venez nous rejoindre, faites votre adhésion et votez. Et surtout votez. D'abord, adhérez. Et puis, il nous reste encore quelques jours jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'au 20 mai, je crois, pour pouvoir adhérer. Adhérer et voter, et surtout, je ne voudrais pas insister sur la France, c'est que on a les chiffres des autres pays qui ont voté. Par exemple, aux États-Unis, bon, peut-être c'est un cas exceptionnel, ils ont déjà réuni plus de 280 000 votes, si vous voulez, bulletins de vote. D'autres pays, l'Angleterre s'est mobilisée et on demande vraiment aux communautés juives de France de se mobiliser et de venir voter. Ça se passe une fois tous les 6 ans, voter. Merci beaucoup, merci pour cette première partie. On se retrouve dans un moment après la pause musicale traditionnelle. בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, אשאל לי מישהו רע, לאן הלכה האהבה. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל. אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה. אני חדש, אני רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך
אותך אף פעם, גם אם נדמה שאין אותי. לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי. אני חוזר הביתה. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission de la Voix de Sion, l'émission des amoureux de Sion et d'Israël. Et cette fois-ci, nous allons aborder un autre aspect, l'Aliyah, puisque vous êtes dans la partie de l'OSM en charge de la promotion de l'Aliyah. Et comme mon ami Moshe Cohen est actuellement sur le vol LY 321 pour arriver à Tel Aviv, j'ai le bonheur de le remplacer dans ce quart d'heure qui arrive. Nous avons aujourd'hui une invitée qui est connue peut-être chez beaucoup de Marseillais, j'en suis sûr, en France, j'en suis certain, et elle représente un groupe de promotion de l'Aliyah. C'est quelque chose de très original. Vous avez certainement toutes et tous, amis auditeurs de la radio juive, entendu parler de la Aliyah de groupe. Ils ont été pionniers dans une initiative. Il y a maintenant, elle va nous le dire Nathalie, un certain nombre d'années, peut-être même une trentaine d'années, de vouloir accompagner celles et ceux qui ont décidé de faire leur Aliyah, de les accompagner, de les regrouper, de les rassembler dans un espace, dans une ville ou dans une certaine contrée, pour pouvoir faciliter leur intégration et leur apporter aide et soutien. Est-ce que je me trompe, Nathalie, en faisant cette rapide présentation ? Écoutez, Elie, je crois que vous avez presque tout dit, hein. Je pense que je vais pouvoir ajouter. Non, je viens, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. L'Aliyah de groupe a plus de 30 ans d'existence. C'est Shalom Bar qui est à la tête de cette institution. Avec lui, son beau-frère, le Rabbi Yoshua Zuckerman, Zichrono Livracha. Ah oui. Depuis 2-3 ans. Et en fait, il a créé ce groupe d'Aliyah face à une problématique très courante. Faire monter des retraités, faire monter des étudiants, on va dire que c'est très faisable, voire courant. Faire monter une famille, c'est plus problématique parce que, on sait ce que c'est, des enfants, l'éducation, les charges économiques, trouver sa parnassa, retrouver une Kéhila, ne pas se retrouver dans un désert social. Et c'est face à tous ces défis que Shalom Bar a décidé donc de créer l'Aliyah de groupe. Et chaque année, en toute modestie, il y a une évolution, il y a des changements, des améliorations. Et voilà, donc c'est vraiment une entreprise pour faciliter l'Aliyah des familles avec enfants de 0 à 18 ans. Et les familles, la moyenne d'âge, cette année, on a eu beaucoup de jeunes, encore plus jeunes que d'habitude. On est descendu même avec des couples qui ont 21 ans. Et les gens les plus âgés, disons, qu'on accepte dans nos groupes, sont des gens d'environ 55 ans, mais il faut avoir des enfants à charge, donc de 0 à 18 ans. Voilà. Est-ce que... alors, d'abord, quels sont les domaines d'intervention qui sont les vôtres? C'est-à-dire, vous les accompagnez, vous les aidez dans quel domaine? C'est quoi? Vous leur trouvez un logement? Vous leur proposez des villes d'installation? Comment ça se passe? Dans quoi vous intervenez? Alors, d'abord, on fait un travail en amont qui est très important. On est relativement connu en Israël, parce qu'on travaille même dans la main avec le ministère de l'Intégration. Je travaille en collaboration aussi avec mon époux, David, et tous les 2 mois, on est à Paris, d'accord? On rencontre des familles. Et ces familles intègrent l'Aliyah de groupe. Donc, on va à la fois sur place en France, on va un petit peu à Marseille, on va un petit peu à Strasbourg, et donc à la rencontre de ces familles, on leur expose donc ce qu'est l'Aliyah de groupe et ce qu'on propose. Nous, en amont, en Israël, nous avons toute une équipe qui prend des contacts avec différentes mairies. Et on choisit des destinations. Alors, cette année, nos destinations sont les suivantes. C'est Afula. Afula, c'est une ville que les Marseillais connaissent bien, parce que c'était la ville du Rav Mimon, Zichrono Livracha. Et je me trouve actuellement parce qu'on est en plein milieu d'un voyage d'études avec une quinzaine de familles, dont plusieurs Marseillais. Et nous avons donc Afula cette année, nous avons Beersheba, nous y étions hier, nous avons Modi'in, de Petar Tikva, de Samaria, du Shomron. Donc une fois qu'on fait des accords avec les mairies, alors évidemment une mairie comme Petar Tikva,
disons que c'est une grande mairie, ils attendent personne, d'accord? Donc, alors ils nous accueillent, on met en place, dans chaque ville, nous avons ce qu'on appelle une coordinatrice qui s'occupe de nos lignes. Ça veut dire que on a à peu près des groupes de 15 à 20 familles par destination. Cette coordinatrice va les suivre à partir du voyage d'études qu'on organise en Israël l'année avant leur alia, et ce voyage d'études est fondamental. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de visiter les villes qu'on propose, de passer dans toutes les villes, de regarder un peu ce qui est proposé au niveau de la mairie. Souvent, on rencontre le maire, d'accord? On a des très bons contacts avec le maire d'Afula, c'est la deuxième année, d'excellents contacts avec le maire de Beersheva, qui est une figure emblématique en Israël. C'est quelqu'un de très connu et de très dynamique. Il est en train de métamorphoser la ville de Beersheva depuis ces 20 dernières années. Et puis, nous avons des villes comme Ariel, là encore extraordinaire, puisque le maire travaille main dans la main avec Shalom Var. Il est originaire de France, il est monté très tout petit. C'est aussi quelqu'un de très connu en Israël. Et puis on a des mairies comme Modi'in, de Tartiva, où ils ne nous attendent pas. Mais avec le cas, dire qu'avec la coordinatrice qu'on met en place chaque année, qui accueillera les Olim de l'Aliat Group, qui les intégrera, c'est-à-dire qui fera tout ce qui est paperasse administrative dès qu'ils arriveront, qui leur trouvera. C'est vraiment un travail en amont. Ça veut dire qu'on travaille. On choisit une communauté dans chaque ville, une communauté qui veut accueillir des Olim de France et qui va se mettre, disons, vraiment à leur écoute. Et puis nous avons aussi quelque chose qui est assez important et qui fait la différence, c'est que nous mettons en place un cadre scolaire. Dans chaque école, dans chaque ville, nous choisissons une école. Alors l'école, c'est quoi? C'est sioniste religieux, torani, avec un très bon niveau. Et donc, on met l'accent sur l'éducation. Ça veut dire que vous savez que l'école se terminant vers 13h30 en Israël, l'Aliat de groupe met en de 2 à 3 fois par où les enfants vont avoir des aides, ils vont revoir, au début, pendant à peu près 3, 4, 5, 6 mois, ils font de l'open, donc ils reviendront sur les devoirs d'open, et au fur et à mesure, on les intègre dans les cours traditionnels, d'accord? Il y a des cours où ils ne seront pas sortis, style le sport, style anglais, où il n'y a pas vraiment besoin de parler en hébreu, mais c'est vraiment une méthode qui a été mise en place depuis 30 ans. Moi-même, je suis le fruit d'Aliat Group, ça fait maintenant 27 ans que je suis en Israël, et quand je suis arrivée, j'avais un petit garçon de 5 ans. J'ai 4 enfants, grâce à Dieu, qui sont bien installés en Israël. Et je pense, très sincèrement, je vous le dis de tout cœur, si avec mon mari, on a pu réussir l'Aliat que nous avons effectué, c'est vraiment par le biais de l'Aliat Group, et c'est le fruit du succès de l'Aliat Group. Voilà. En général, souvent on nous pose cette question, est-ce que vous avez des retours en France? Est-ce que le pourcentage de retour au sein de l'Aliat Group, alors il faut dire aussi une chose, c'est qu'on est une organisation boutique, c'est-à-dire qu'il faut être sélectionné, dans le sens où il faut avoir le profil d'être une famille, d'être motivé. C'est vraiment une démarche très spécifique, un accord entre les familles et nous-mêmes. Et donc, le fait de travailler main dans la main, ça permet aux gens, malgré les difficultés de l'Alia, eh bien, par le biais de ce cadre qui est très structuré, ça n'empêche pas les difficultés, hein. Je ne vais pas vous dire que tout est rose. Mais ça n'empêche pas les difficultés, mais lorsque on se trouve face à une difficulté, nous prenons nos responsabilités à l'Aliat Group. On en a eu cette année, par exemple, à Hadera, mais on a assumé. On a relevé le défi, on a assumé, et on a été, retrousser les manches, et ça a duré 2 mois comme ça, où il y a eu, à cause de la guerre, des restrictions budgétaires, et l'encadrement scolaire, n'a pas suivi nos attentes. Et donc, nous avons mis en place une structure de remplacement, ça a pris un petit peu de temps, mais on était sur place. Alors que quelqu'un qui va faire son alia et qui se retrouve en solo face à une problématique, elle va mettre 2 mois, elle va mettre des semaines, des mois, et puis des fois, par découragement, la personne se dit, finalement, c'est pas fait pour moi. Alors l'Aliat Group, c'est un double avantage. Pourquoi? Parce qu'on a une structure et en même temps, il y a un groupe avec vous. C'est des gens que vous connaissez absolument pas, mais c'est un truc phénoménal qui se passe. Par exemple, je vous dis, là, on est en plein voyage d'études, il y a des gens qui ne se connaissaient pas il y a 2 soirs, ils ont fait connaissance dimanche soir, et on est en bus, on parcourt les villes donc choisies par l'Aliat Group, et il y a une alchimie qui se crée qui est magnifique. Des gens, des milieux sociaux différents, des villes différentes. Ce
qui les relie, évidemment, c'est de faire partie du peuple juif. Et ça, c'est la magie de notre peuple. Voilà. Est-ce que la situation... Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Quels sont les profils... D'abord, est-ce que l'actualité de ces dernières années, puisque malheureusement depuis le 7 octobre, est-ce que cette actualité et pas ce climat, mais cette guerre qui dure en Israël, est-ce que ça affecte d'après vous la volonté de réaliser son alia dans ces 2 dernières années, depuis le 7 octobre? Est-ce qu'on a le même taux de participation à l'ALIA, ou est-ce qu'on a quelque chose de beaucoup plus faible, ou est-ce qu'il y a des réticences, ou est-ce que, je ne sais pas, où on est sur un même créneau que les années précédentes, ou alors peut-être une motivation encore plus grande? Oui. À la suite du 7 octobre, on a eu des centaines d'appels. On a rencontré en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, plus de 400 familles, ce qui est pour nous un chiffre énorme. Et ce qui a été magique, parce qu'on organise aussi des séminaires de préparation, d'accord? Une fois qu'on rencontre les gens, on fait des séminaires, on organise des séminaires et on fait des tours de table pour voir quelles sont les motivations, pourquoi les gens nous contactent, etc. Ils font connaissance. Et je vais vous raconter une anecdote. Au 2e séminaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui revenait sans cesse. Les gens nous expliquaient leur détermination à vouloir faire leur alia, et puis les gens prononçaient, mais je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Les gens prononçaient le même mot. Mais vraiment, j'ai dû avoir 100 familles qui ont prononcé le même mot, qui nous ont dit « j'ai ressenti un appel ». Au début, je n'y ai pas prêté attention, on n'y a pas prêté attention, et quand ça se répète de manière aussi récurrente, on s'est dit « voilà, c'est quoi cet appel ?» Cet appel, c'était le fait que, au bout du compte, cette horreur qui s'est passée en Israël, ce drame sans nom que tout le monde a vécu et a été percuté par que ce soit en Israël comme en diaspora, les Juifs ont été vraiment plus qu'ébranlés. C'était une catastrophe tellement importante que finalement on s'est dit, on pensait au bout du compte que ça allait en refroidir plus d'un. Et ça a été parce que je pense que ce drame c'était un électrochoc. C'était un électrochoc qui a permis aux Juifs de France, et d'ailleurs, parce que l'ALIA Group fait aussi l'ALIA aux États-Unis, en Amérique du Sud depuis quelques années, et ça a été un petit peu aussi la même chose là-bas. Cet appel, ils l'ont ressenti. Ça veut dire qu'ils se sont, je pense que, et là je ne vais pas faire du spirituel, mais je crois que la Neshama du Juif est faite pour être connecté à Israël. Israël, c'est l'aboutissement d'un projet historique, sioniste et religieux. On ne peut être juif réellement et en toute liberté, et ça, les gens qui font leur alia et que l'on revoit dès la première année, nous disent tous, mais pourquoi je n'ai pas fait mon alia avant? Pourquoi je n'ai pas fait? Pourquoi j'ai été tellement tétanisé, tellement ça m'a empêché pendant des années de reculer? Parfois, on rencontre des gens qui nous ont contactés 10 ans au préalable. Et on leur dit, qu'est-ce que vous êtes devenus? Ben, j'ai eu peur, je ne pouvais pas. Vous savez, des profils, on en rencontre beaucoup, on rencontre toutes sortes de personnes, on rencontre des gens particulièrement aisés, et c'est vrai que c'est une catégorie qu'on rencontrait peu les années précédentes. Voilà, depuis 2-3 ans, on rencontre des gens avec des situations extraordinaires socialement. On rencontre des gens qui n'ont pas de situation. On rencontre toutes sortes de profils. Et le cadre de l'ALIA de groupe permet justement une intégration en douceur. Parce que nous essayons de cadrer au mieux à la réalité d'Israël. Nous sommes tous au sein de l'équipe issue donc de l'ALIA de France et nous connaissons de l'intérieur quelles sont les problématiques rencontrées par les Olim. Donc on essaye de coller au mieux aux desiderata et aux besoins d'un Olim. On ne fait pas du virtuel, on travaille vraiment sur le terrain et on travaille main dans la main, je vous le répète, avec l'agence juive en France. Et d'ailleurs, je dois ici citer, parce que c'est un ancien Marseillais, je dois ici citer le nom du directeur de l'agence juive de Paris, qui s'appelle Emmanuel Sillon, qui fait un travail admirable depuis qu'il a pris ses fonctions et qui nous aide, mais de manière extraordinaire. C'est-à-dire que on est vraiment, et il faut savoir aussi que Shalom Var et ses fils, son fils qui travaille pour l'ALIA Group aux États-Unis et en Amérique du Sud, était un ami du ministre de l'intégration. Donc c'est vrai qu'on est au plus haut niveau, on est reconnu. On est reconnu pour notre sérieux. Je m'excuse, c'est peut-être immodeste de dire ça, mais là encore, c'est ce qui fait que on nous aide, que les ministères nous aident, que on nous ouvre les portes.
Alors, je vous dis pas que c'est toujours facile, pas du tout. Ça demande beaucoup d'efforts. Encore une fois, en amont, il y a un grand travail qui se doit d'être fait. Mais les Olim se sentent reconnus. Les Olim de l'Alliance Group font partie tous, une fois qu'ils ont intégré le cadre de l'Alliance Group, c'est une grande famille. Si vous voulez, quand vous faites des séminaires avec l'Alliance Group, que vous rentrez au sein de l'Alliance Group, vous reconnectez, c'est en fait un petit âme Israël qui va rejoindre le grand âme Israël jusqu'au moment où ils atterriront, ces Olim en Israël. Cette notion de peuple, elle est un petit peu perdue de vue en Occident et même parmi les Juifs de tous les pays. Et cette notion de peuple, qu'on soit religieux, pas religieux en Israël, elle est très forte. Ici, ça fait partie de l'identité juive. Et cette notion-là, elle est incontournable pour bien réussir son alia. Merci Nathalie, vous avez donné presque le mot de la fin puisque nous allons être obligés donc de clôturer cet aspect. Je pense qu'on aura l'occasion au long de nos prochaines émissions peut-être de vous recevoir, vous, Shalom Var ou David, alors, je sais pas, pour peut-être préciser un certain nombre d'aspects et un certain nombre de points. Merci beaucoup, on vous souhaite Hatzlacha, Si je peux me permettre, sachez que nous serons à Marseille pour le salon de l'Alia le lundi 19 mai et on fera un plaisir d'accueillir tous les gens toutes les familles. Donc, voilà. Qui ont de 20 ans à 55 ans avec des enfants de 0 à 18 ans. Voilà, le stand de l'Alliance Group est ouvert à toutes ces familles et on vous accueillera avec le plus grand plaisir. Hatzlacha et beaucoup de réussite si Dieu veut pour vous, pour bien accompagner toutes ces familles qui ont décidé donc de rentrer à la maison. Merci beaucoup Nathalie et à très bientôt. Merci. Voilà. Au revoir. Ainsi s'achève notre émission, chers amis. Il est temps de nous séparer. On se retrouvera la semaine prochaine avec une autre thématique, avec d'autres idées. Restez toujours le jeudi entre 17 et 18 heures à l'écoute de La Voix de Sion, l'émission des amoureux de Sion. À bientôt et Shabbat Shalom. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Mon ciel dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri, on se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say, yeah, day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but you will stay, the love of my life. מים רבים לא יכבו את האהבה, ונהרות לא ישטפו. New day will rise, everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. A new day will rise, new day